C'est l'heure du commentaire de notre collaborateur Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Vous vouliez revenir sur deux sujets ce matin. Le premier, Elon Musk, qui vient d'acheter Twitter, pourrait permettre à Donald Trump de revenir sur cette plateforme. Oui, en fait, ça a été son intention qui a été annoncée hier ou avant-hier peut-être. Et là, la question qui se pose, Éric, c'est nécessairement qu'est-ce qu'on fait avec la liberté d'expression? Musk dit tout le monde a le droit de s'exprimer de la manière qu'il le souhaite. Je ne vais pas poursuivre le bannissement de Trump, si on le voit dans une perspective plus large, parce que je pense qu'il faut le faire. Effectivement que la liberté d'expression, on s'entend bien, c'est une pierre angulaire de nos démocraties, de notre État de droit. On ne peut pas faire autrement. Il n'existe pas de réelle démocratie sans liberté d'expression. Ça, c'est indéniable. Par contre, la liberté d'expression, que ce soit au Canada et même aux États-Unis, doit avoir et a certaines limites. Par exemple, si vous faites de la propagande haineuse au Canada, il s'agit d'une infraction criminelle. Vous pourrez faire de la prison. La Cour suprême a déjà dit très clairement, la Cour suprême du Canada a déjà dit très clairement, oui, la liberté d'expression, c'est nécessairement essentiel, mais non, on ne peut pas la considérer comme étant absolue. Or, si on ramène ça aux États-Unis, un gars comme Donald Trump, et là je sais qu'il y en a plusieurs qui m'écoutent et qui vont dire oui, mais le gars a été élu démocratiquement une première fois, la deuxième fois il y a eu plusieurs millions de gens qui ont voté pour lui. Tout ceci est exact. Par contre, Éric, c'est quand même le président sortant, le seul président sortant de l'histoire des États-Unis qui a lancé une attaque frontale contre le Capitole, qui est l'enceinte législative par excellence. En d'autres termes, de ramener ce gars-là sur Twitter, on ne fait que, à mon avis, encourager cette espèce de violence permanente, ce mensonge permanent nécessairement, et évidemment, on lui donne un petit peu aussi les clés du pouvoir pour 2024. Est-ce que la liberté d'expression, c'est un peu comme la peine de mort? On peut être vraiment contre la peine de mort, mais il y a des fois où c'est plus difficile que d'autres? Oui, j'adore l'analogie. C'est exactement ça, en fait. Et évidemment, il faut faire attention, parce que Noam Chomsky, par exemple, disait la liberté d'expression, vous êtes pour ou vous êtes contre. Si vous êtes contre les idées, si vous êtes contre la liberté d'expression de gens qui ont des idées différentes, vous êtes pas en faveur de la liberté d'expression. Et ça, je le saisis bien. Mais ici, dans le cas de Trump, on parle d'un cas qui est absolument stratosphérique et on est à l'extérieur des limites de la légalité. Moi, c'est ce qui m'achale. Quand Elon Musk dit avec mon nouveau Twitter, avec le Twitter en fait que je viens d'acheter, vous pourrez faire absolument ce que vous voulez. Un instant, des lois s'appliquent, doivent s'appliquer, c'est tout à fait légitime et normal que ce soit le cas. Et moi, je poserais la question de façon inverse. Est-ce que Donald Trump aurait pu être élu sans les réseaux sociaux? Ah, c'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question. Et moi, mon hypothèse, Éric, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû, donc, de ce fait-là, passer par les médias traditionnels qui auraient filtré l'ensemble de ces mensonges. Et là, je comprends bien que des populistes, il y en a un peu partout en Occident, mais Trump, c'est quand même le grand champion du populisme extrême. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Et surtout, il ne faudrait quand même pas oublier que ce gars-là a créé un livre de recettes qui attaque les fondements même de la démocratie et de l'État de droit. Et puis moi, c'est à partir de là que je débarque. Quand vous regardez toutes les études qui ont démontré que Trump mentait des 5, 6, 7, 10, 12, 15 fois par jour, c'est absolument spectaculaire qu'on puisse même penser remettre ce gars-là sur un réseau social qui a contribué à déchirer essentiellement nos tissus sociaux et nos démocraties. Puis je terminerai sur ce volet-là avec une petite citation de Albert Einstein qui disait « Arrivera un jour où les riches et puissants contrôleront les moyens de communication et provoqueront la désinformation du citoyen qui ne verra que du feu. » Et c'est exactement ce qui est en train de se produire à mon sens. Oui, on doit être aux aguets. Autre sujet, autre politicien, Justin Trudeau, qui a visité l'Ukraine. Vous en pensez quoi? C'était une bonne idée pour le premier ministre de visiter l'Ukraine à ce moment-ci? Moi, personnellement, Eric, je pense que c'est une bonne idée de démontrer cette espèce de soutien, la solidarité, quoique personne en doutait sérieusement. Mais le fait de voir un premier ministre sur place, dans un lieu d'invasion, à divers degrés, disons-le, mais quand même, je pense que c'est un symbole qui est très fort. Ceci dit, moi, ce qui m'a achalé, et ce qui m'achale encore dans cette visite-là, c'est essentiellement le propos de Trudeau. Il a dit, c'est important pour moi d'être ici, pour témoigner de la solidarité, ça va. Et surtout, pour vous expliquer à quel point il est clair, à notre avis, que Vladimir Poutine commet des crimes de guerre et il sera jugé en fonction de ce qu'il vient de faire. Et nous appuyons l'Ukraine pour aller chercher l'espèce de
de punition ultime face à Poutine. Moi, c'est ce qui me fâche, parce que c'est faux, essentiellement. Vladimir Poutine ne sera pas traduit sérieusement par les instances internationales. Ça n'existe pas. Des pays qui font partie du G7, du G8, leurs dirigeants ne sont jamais jugés sérieusement, particulièrement pas quand ils sont au Conseil de sécurité et détiennent un droit de veto comme la Russie. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des répercussions négatives, surtout du voyage de Justin Trudeau en Ukraine? Ben là, il faudra voir, parce qu'il y a des documents secrets qui ont été filtrés, des documents de la CIA, si je ne fais pas erreur, qui expliquent que Vladimir Poutine, Éric, souhaitait, et on s'en doutait bien, là, ne souhaiterait pas se limiter à l'Ukraine. Là. Il a déjà commencé en Moldavie, puis ça pourrait aller plus loin par la suite. Or, est-ce qu'il peut y avoir des représailles face au Canada? Peut-être que oui. Est-ce que là, je pense qu'on parle tous à ce moment-ci, par contre, du moyen ou du long terme. Mais de toute façon, dans tous les cas, moi, je dirais que, franchement, Poutine est déjà très bien au courant de notre opposition totale à cette invasion-là. Je parle des Canadiens de manière générale. Pour le reste, est-ce qu'il pourra essayer de se venger? Je pense que s'il avait déjà pu le faire, il l'aurait fait. Il reste à savoir ce qui se passera dans les prochaines semaines, parce que là, celles-ci vont être absolument névralgiques. Si l'Ukraine tombe, qu'est-ce qui tombe après? C'est la Moldavie? Est-ce que c'est la Roumanie? Ouais. Est-ce qu'il osera s'attaquer à l'OTAN? On verra bien. Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci pour votre commentaire. À la semaine prochaine. Merci, Éric. Merci. Au revoir.